Aux États-Unis, parce qu'on va quand même dire un mot des États-Unis, c'est quand même très important, parce que ce qui va se passer en fait mercredi, si on a le nom. Oui, non, c'est mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, c'est ça. Voilà, parce qu'on a décalage horaire, mardi à mercredi. Est-ce que vous pensez qu'on aura déjà le nom d'un ou d'une présidente, je ne sais pas. C'est très difficile à dire. Alors là, les derniers sondages montrent, il y en a un qui est paru il y a 1 heure environ, un sondage NBC qui donne 49-49. Alors ça, c'est sur le vote populaire. On va pas dans le détail des fameux états pivots, où là, c'est un peu plus compliqué. Le New York Times, qui a tendance à être plutôt favorable à Kamala Harris, dit oui, elle est en train de remonter en Géorgie, en Wisconsin, mais elle s'écroule en Pennsylvanie. Donc en fait, voilà, on est dans un mouchoir de poche. Il semble quand même que quand on regarde l'écart, la mobilisation du camp démocrate, par exemple, ce qui est important, c'est une variable importante et qui peut nous donner une idée. Quand c'était Joe Biden en 2020, l'écart était plus important, c'est-à-dire la capacité de rassembler son camp. Vous savez, aux États-Unis, on gagne l'élection quand on rassemble, quand on mobilise sa base. Celle de Donald Trump, inutile de vous dire, est ultra mobilisée. Celle de Kamala Harris peine à se mobiliser, et on le voit bien, il y a des écarts de mobilisation, y compris dans des États démocrates comme New York, où on ne retrouve pas les chiffres de mobilisation de Joe Biden en 2020. C'est inquiétant pour Donc ça veut dire, là, si je vous écoute, c'est Donald Trump qui l'emporte. Mais écoutez, vous regardez d'abord une chose. Il y a une chose qui est quand même assez significative avec Trump, c'est que Trump est aidé par un certain nombre d'alliés, qui sont Elon Musk, qui sont Robert Kennedy Jr., qui sont Tulsi Gabbard et autres, qui viennent l'aider. Mais la star, c'est lui. Le personnage qui est au centre de cette campagne, c'est Donald Trump. Alors qu'on le déteste, qu'on vote contre lui, mais c'est lui qui fait le show. On dit c'est une rockstar quand on regarde ses meetings au Madison Square Garden, en Californie, en Pennsylvanie. C'est incroyable. En dehors de tout ce qui lui est arrivé, des tentatives d'attentats, etc., etc. Kamala Harris, c'est Barack Obama qui fait campagne pour elle. On a presque l'impression que si Barack, on le voit, il se démène comme un beau diable. En fait, elle est isolée, elle donne des interviews. Elle n'a pas le charisme de son adversaire. Mais non, et elle donne des interviews à une presse amie, sous des formats convenus, des formats d'autrefois d'ailleurs, des formats d'interviews classiques. Donald Trump, lui, mobilise 15 millions de personnes dans un podcast d'un type qui s'appelle Joe Rogan, qui fait son podcast. Donc il est capable de parler à un public ultra moderne. Il est en fait la modernité. Il a Elon Musk avec lui, qui est l'incarnation de la personne qui est capable de dire aux États-Unis. C'était Robert Kennedy, c'était John Kennedy qui avait dit: je vais vous amener sur la Lune. Elon Musk, il dit: je vais vous amener sur Mars. C'est pas chez les démocrates, je suis désolé. Alors, j'ai quand même je vais quand même dire une gentillesse pour à l'endroit de Kamala Harris. Je l'ai quand même regardé ce soir. Il y a, vous savez, un show qui s'appelle Saturday Night Live, qui est un show qui moque et depuis un mois, vous avez celle qui joue Kamala Harris, celle qui joue Joe Biden, etc. Et Kamala Harris a fait une apparition avec son double médiatique. Et elle a très bien joué, parce que les Américains savent quand même. Ils sont friands de ça. Alors qu'en France, ça passerait pas du tout. La veille de l'élection présidentielle, absolument une scène pareille, impossible. Mais c'est très américain et elle s'est très bien débrouillée, donc elle est capable de le faire. Mais malheureusement, je pense que il y a trop de choses et Trump est trop central. Voilà. Ah ouais, donc ça, vous nous dites, on part sur un Donald Trump, donc à la tête des États-Unis, pour on peut un se nouveau tromper, mandat. vous savez. Non, mais c'est bien de donner votre sentiment, parce que les sondages n'arrivent pas à les départager ce soir. C'est quand même incroyable. Vous suivez ça, Nathan Devers. Ils sont coude à coude, c'est ce que disait Régis Le Sommier il y a un instant, dans les sondages. C'est vrai qu'on a du mal à savoir. Régis se mouille ce soir, et c'est tout à votre honneur. Personne se mouille. Mais personne se mouille. Bravo, Régis Le Sommier. Bravo à vous. Non, Nathan? Moi, je suis ça passionnément. J'ai une carte des États-Unis tous les matins. Je regarde les États. Vous savez quoi, ça n'a aucune. Mais alors, j'avais 2 questions à poser à Régis. La première, c'est que vous aviez interviewé à l'époque Barack Obama. Oui, tout à fait. Comment expliquez-vous... Attendez, non, parce que là on va exploser les timings. On a 5 secondes, donc non, ça va pas être suffisant. Alors, ça va être dans un instant. D'accord. D'abord, on va laisser Brandon faire le journal permanent. Pas de souci. À tout de suite.
Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Évidemment, on dit un mot de cette élection américaine parce que, mine de rien, la personne qui sera à la tête des États-Unis, enfin Kamala Harris et Donald Trump, ce ne sera pas la même politique. Donc le monde va changer à partir de mercredi. Donc c'est pas une petite affaire, ça. On a parfois tendance à l'oublier avec nos propres affaires. C'est vrai qu'en France, en ce moment, on n'en manque pas. Mais n'oublions pas l'élection américaine. Régis Le Sommier, vous nous disiez en substance que Donald Trump pouvait parfaitement remporter l'élection présidentielle une nouvelle fois. Et on attendait la question de Nathan Devers. J'avais promis que vous pouviez poser votre question, Nathan. Allez-y. Je les ai oubliés. Ah non, si, non, vous avez oublié. Non, mais vous avez raison juste de rappeler que le monde entier est suspendu à la décision de 10 000 électeurs en Pennsylvanie, en Géorgie, etc., etc. Et ça doit nous faire réfléchir quand même sur la puissance d'un empire peut-être un peu sur le déclin. Et c'est problématique notamment pour l'Europe. Non, mais vous n'aimez pas les boîtes de nuit, vous parlez d'empire sur le déclin, c'est terrible. On va partir, on va sortir de ce studio. Qui nous ont amené les boîtes de nuit, vous avez vu, ça rigole pas le dimanche soir avec moi. C'est énorme, j'adore la discussion sur la boîte de nuit, on la continuera après 21h. En boîte de nuit. Oui, c'est ça. Pardon. Non, j'avais deux brèves questions pour Régis. La première, c'est, donc vous aviez interviewé Barack Obama. Les questions brèves chez Nathan Devers, ça marche jamais. Vraiment, vous allez voir, ça va être une phrase. Comment expliquez-vous l'incapacité pour les démocrates depuis Barack Obama à promouvoir des figures aussi fortes? Et d'autre part, comment expliquez-vous pour Donald Trump, du côté des Républicains, que Donald Trump gagne ou non après-demain, il aura gagné le fait d'avoir pu faillir ou réussir à devenir président? Comment expliquez-vous le fait qu'il ait réussi à survivre à toutes les situations politiques où tout le monde le déclarait en état de mort? Écoutez, sur ce qui est de Barack Obama, c'est vrai que le phénomène Barack Obama, moi je l'avais suivi à la convention démocrate de Boston. Ça avait été ce qu'on appelait le keynote speaker, c'est-à-dire le jeune qu'on mettait dans l'arène et qui faisait un discours. Et à l'époque, il était donc gouverneur de l'Illinois, originaire de Chicago. Il avait fait sensation. Ce qui est très intéressant, c'est que chez Barack Obama, comme chez Bill Clinton avant, on pourra dire les Bush, c'est plus une question dynastique, mais les États-Unis ont cette capacité absolument incroyable de se régénérer et de trouver des hommes politiques, de les sortir de leur chapeau, et tout à coup sort un Kennedy, tout à coup sort quelqu'un qui va changer véritablement l'Amérique. Alors, je suis pas sûr que Barack Obama, c'est bien son problème, ait véritablement changé l'Amérique en 8 ans de mandature. Il a fait quand même deux termes, mais le fait est que le problème a été que finalement, les démocrates ont joué avec Joe Biden une forme de continuité. La dernière fois, on a oublié ça aussi, en 2020, Donald Trump avait été battu par Joe Biden avec plus de voix que Barack Obama quand il a gagné. Donc si vous voulez, même Donald Trump la dernière fois avait réussi à mobiliser, mais Joe Biden avait réussi à plus mobiliser parce qu'il y avait la crainte. Faut se remettre dans l'état d'esprit. D'ailleurs, c'est le problème que Trump a, c'est-à-dire la polarisation extrême de la dernière année du mandat Trump en 2020 avec l'affaire George Floyd, avec les émeutes un peu partout, les campus en effervescence, etc., etc. Donc si vous voulez, moi je pense que là, les démocrates ont loupé le coche parce que ils se sont imaginés que Joe Biden continuerait, on pourrait finalement. Et puis il y a eu ce fameux débat de juin qui a été catastrophique pour Joe Biden et tout le monde s'est dit il peut pas continuer. Et là, les démocrates, en fait, se sont à la fois... Alors, il y a cet argument qui est que Trump aurait pu continuer avec Biden et ne pas demander ce débat en juin, parce que c'est Trump qui avait demandé 3 débats. Et bien, dans ce cas-là, il serait allé contre Biden et il pouvait gagner plus facilement qu'avec Kamala Harris. On le voit bien, hein, l'écart s'est resserré. Mais également, les démocrates auraient dû quand même s'apercevoir, mais vous savez, pendant longtemps, on a menti. Même, regardez, Emmanuel Macron parlant de Joe Biden au moment des 80 ans du D-Day, nous disant mais il est très bien, il a toute sa tête, etc., etc. Donc en fait tout le monde a menti sur Joe Biden, tout le monde savait bien qu'il y avait un problème. Et ça s'est vu au moment de ce débat qui a été une catastrophe et du coup on a changé de candidat. Et là, si les démocrates perdent, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'avaient qu'à choisir quelqu'un avant et considérer que les problèmes de santé, les problèmes d'âge, les problèmes de sénilité de Joe Biden étaient une évidence et qu'ils ne pouvaient pas briguer
un nouveau terme. Bon, Gabriel. Mais moi, il me semble qu'on a beaucoup glosé sur la sénilité de Joe Biden et sur les outrances de Donald Trump. Mais en réalité, est-ce que c'est pas parce que les démocrates veulent à la fois être bien pensants et transgressifs, mais Donald Trump, c'est une personnalité qui écrase tout le reste parce qu'elle est profondément transgressive. On peut pas être à la fois bien pensant et transgressif. Donc les démocrates paraissent toujours un peu édulcorés, un peu sans relief à côté de Donald Trump, qui est la transgression par excellence et qui donc la rockstar. Oui, vous avez raison, c'est difficile, mais il y a aussi chez Donald Trump un grand changement par rapport à la première fois où il s'est présenté en 2016. Quand il s'est présenté en 2016, on va dire que c'était un républicain atypique, quelqu'un qui avait autour de lui des républicains, mais qui jouait sa partition avec le fameux milliardaire, le fameux show The Apprentice qu'il avait fait. Les gens regardaient ça aux États-Unis avec passion et se sont imaginés que Donald Trump était un excellent businessman, ce qui n'était pas du tout, et se sont dit, ce type-là, oui, pour gérer l'entreprise Amérique, ça pourra fonctionner. Donc il a joué cette carte-là. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Il est ouvertement contre ce qu'on appelle l'État profond. Il s'est adjoint des gens qui parfois ont des positions effectivement un peu complotistes, comme Robert Kennedy Jr. Il s'est accoquiné aussi avec des démocrates comme Tulsi Gabbard, qui ont eu des positions extrêmement critiques vis-à-vis des interventions américaines dans le monde. Et on le voit sur le bilan qu'il dresse, par exemple, de l'intervention américaine en Irak, à laquelle il faut reconnaître il a toujours été opposé. Mais là, il dit clairement, il dit à chaque fois que nous sommes intervenus quelque part, il n'y a eu que des morts. Donc Donald Trump a pris une position aujourd'hui qui est extrêmement différente et qui est radicalement opposée à celle des démocrates, qui quand même sont impliqués dans la guerre en Ukraine, sont impliqués dans la guerre au Moyen-Orient, en soutien à Israël, etc. etc. Régis, un mot de la campagne là, qui est en train de se terminer. Alors tous les coups sont permis, et puis parfois il y a des crispations sur des sujets qu'on a du mal à imaginer en France. L'affaire de l'écureuil. Non mais alors ça c'est génial. Non mais attendez, c'est énorme, un petit écureuil. Voilà, animal sauvage qui a été euthanasié par les démocrates. Et vous vous rendez compte que les républicains... Non mais l'histoire elle est folle. Les républicains font campagne là-dessus. Vous savez quoi, Pascal, ça marche. Ce genre de choses marche. Regardez, le coup du McDonald's, ça fonctionne. Parce qu'on a vu le coup de l'éboueur, ça fonctionne parce qu'on a vu un Donald Trump utiliser ça, mais pas jouer le mec de McDonald's. Il a gardé sa cravate, il est resté lui-même. Mais il s'est mis dans la peau de l'Américain moyen, avec ce symbole du hamburger, ce symbole McDonald's, c'est vraiment l'instrument des États-Unis dans le monde. Le côté éboueur, vous me traitez de déchets, vous traitez mes électeurs de déchets, regardez-moi ce que je vais faire, je vais vous mettre dans la benne. En gros, il a joué cette carte et il l'a joué impeccablement jusqu'à l'écureuil. C'est Elon Musk qui a plutôt fait grossir l'affaire, bien sûr. Mais on ça fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a avec lui le tandem Trump-Musk a fonctionné de façon incroyable. Il n'a laissé aucune place sur le champ médiatique à Kamala Harris, qui déjà avait des difficultés, déjà peinait à pouvoir s'exprimer, en tout cas à exprimer une politique, une politique cohérente. Si quelqu'un peut m'expliquer quelle est la politique de Kamala Harris, moi je serais bien content. Je ne comprends rien de ce qu'elle veut faire à part être anti-Trump. Donc, si vous voulez, là on est face à une sorte de bulldozer. Ils ont tout raflé. Je vous disais tout à l'heure, ils utilisent les podcasts. Elle reste dans l'entretien traditionnel. Elle est obligée de se faire aider quand Trump, lui, est central et les autres gravitent autour de lui. Donc, si vous voulez, en termes de communication, même en termes de modernité, Elon Musk, on fait des fusées, on va sur Mars, on utilise l'intelligence artificielle de façon... Les réseaux sociaux sont inondés de gadgets, de choses créées par la campagne de Trump. Moi, je n'en vois pas beaucoup du côté de Kamala Harris. On sent que le vent de la modernité, il est là, et on sent que le vent aussi d'une Amérique qui a un potentiel à se réconcilier se trouve aussi du côté des républicains. C'est-à-dire que c'est l'inversion des valeurs, on va dire. C'est vrai que les démocrates, d'ailleurs, Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard et d'autres sont venus rejoindre Trump, ce qui était inimaginable avant. Voilà, donc on est dans une inversion des choses avec deux Amériques, effectivement, qui ne se parlent plus, deux Amériques qui vont imprimer un impact, qui auront un impact sur le monde. Vous l'avez dit, c'est évident. Et pour nous, qu'est-ce que ça va changer si jamais Donald Trump est de retour aux affaires à partir de mercredi ou dans les jours qui suivent? Qu'est-ce que ça change pour nous, la France?
L'Europe, Écoutez, allez. moi, je crois que Donald Trump n'a pas des relations extraordinaires avec Emmanuel Macron. D'abord, il a... C'était moqué de lui, Donald Trump. Oui, hein. il s'est moqué de lui. Et puis surtout, il prend la France comme une sorte de serpillière ou un pays où on peut... dès qu'il parle de la France, dès qu'il nous lie avec l'immigration incontrôlée. Enfin bref, il a Il a toujours rendu des hommage mots... une fois à Arnaud Beltrame. Comment? Ah oui. Ouais, il a Vous avez rendu raison, une fois Gabriel. devant Emmanuel Macron Ouais, mais hommage à c'est Arnaud extrêmement rare Beltrame. que Donald Trump dise une chose positive Mais sur il la adore France. nos défilés du 14 juillet, Oui, il en c'est était la jaloux. seule chose. Régis, Oui, non, il je me n'était souviens pas très jaloux. bien. Il voulait faire le même à oui, c'est Washington. ça. C'est quand il est venu, il a dit à Emmanuel Macron, il a dit ça c'est formidable, je veux. Et autre chose aussi qu'on avait oublié à l'époque, c'est un grand fan de Napoléon. Et quand il était venu, et Macron lui avait montré en effet le tombeau de Napoléon, à quel point Paris était une ville empreinte de l'empereur. Et donc ça il avait apprécié. Mais en dehors de ça, et puis je crois que le défilé, on n'a même pas réussi à le faire. Il n'a même pas réussi à le faire. Donc finalement, on a immédiatement après, il a quitté l'accord de Paris. Il a quitté sur le climat. Il a quitté l'accord. D'ailleurs, c'est bien dommage sur le nucléaire iranien. Bref, voilà, Donald Trump n'a rien fait en accord avec la France. Je pense que c'est pas une très très bonne nouvelle pour nous. Non, Eh ben, c'est super, merci beaucoup, décidément. On passe des soirées merveilleuses. non mais ça va peut-être nous obliger à nous bouger Non, et mais à Kamala Harris, elle l'Europe aurait- aussi elle à se aurait mieux bouger. Non, Bon, je non, crois pas. alors voilà. Non. Voilà, voilà, oui. Barack Obama aussi avait, Oui. avant Donald Trump, abandonné l'interventionnisme américain en Europe au profit de l'Asie du Sud-Est. Oui, c'est vrai. Donc c'est un peu, je pense que vous serez d'accord avec Oui, moi oui, sur tout à ce fait. point, c'est Oui. trop facile de taper sur Donald Trump sur cette question, c'est une tendance américaine qui est plus profonde. Oui, qui date de Absolument. bien plus longtemps. Bon, bah, évidemment, ce sera à vivre sur Europe 1. Je crois qu'il y a une matinale qui sera consacrée donc au résultat de l'élection présidentielle américaine si jamais on a un non mercredi. Ce qui pourrait très bien ne pas Ne pas arriver. être le On cas. est bien d'accord. Bah, souvenez-vous 2000, Bah Al Gore, oui, vous George avez Bush. raison. On a attendu des semaines. Bon, hein. vraiment, c'est vrai en plus. Voilà. Eh bien, peut-être attendons-nous des semaines et parlerons-nous de ça aussi. Dimanche prochain dans Europe 1 Soir Week-end. Voilà, j'ai mélangé toutes mes fiches. C'est la catastrophe. Merci à tous. Merci en tout cas. Merci Régis Le Sommier. Merci beaucoup. Nathan Merci. Devers. Merci Gabriel Cluzel.